L'art de la guerre, si j'ose dire, c'est un peu comme l'histoire du gendarme et du voleur. Si le voleur ne veut pas être rattrapé par le gendarme, il faut que le voleur court plus vite que le gendarme. Et si le voleur est rattrapé par le gendarme, eh bien le voleur devra développer de nouveaux moyens techniques pour reprendre l'avantage. C'est un peu ce qui se passe dans le domaine militaire. Je vais simplement vous prendre un exemple. Au Moyen-Âge, pour se protéger des jets de flèches, de lances ou de boulets, eh bien on se calfeutrait derrière des forteresses, des murs très épais. Jusqu'au moment où, avec l'arrivée de la poudre qui est venue de Chine, eh bien on projetait contre les murs des boulets, d'abord en pierre, puis après en fonte, et qui détruisaient donc les fortifications, faisaient un trou dans le mur, et l'ennemi pouvait s'y engouffrer. Et de fait, ça a été l'abandon des châteaux forts. Dans un autre domaine, après l'aviation, évidemment, qui a dominé dans la guerre de 14 puis dans la guerre de 40, est apparu le missile, c'est-à-dire un engin pouvant voler très vite, à très haute altitude et sur de très longues distances. Le plus bel exemple étant l'avènement en 1955 de la première fusée intercontinentale soviétique, la fameuse Zemyorka, capable de transporter une bombe nucléaire, une bombe atomique de 7 tonnes, depuis la Sibérie jusque sur la tête des Américains. Et face à cette menace, eh bien, il fallait développer une parade, et cette parade, ça a été le développement de missiles anti-missiles, dont les fameux Patriotes. Juste une petite remarque, ça a été assez facile dans la mesure où on avait doté de moyens de calcul extrêmement puissants avec les progrès de l'informatique, mais surtout parce que la trajectoire de ces missiles, somme toute, est assez simple. C'est-à-dire qu'ils décollent, ils montent à très haute altitude et replongent à Mach 10 fois la vitesse du son, sur leur cible. Et de fait, comme leur trajectoire est simple, elle peut être prévue, et de fait, on peut lancer des missiles anti-missiles. Donc, l'idée, la parade, c'est de développer une nouvelle race d'engins. Des engins qui volent à Mach 8, Mach 10, 8 à 10 fois la vitesse du son, et surtout qui soient évolutifs, qui peuvent faire évoluer leur trajectoire, autrement dit, qui soient pilotables, soit manuellement, soit en automatique. Et pour cela, il fallait un nouveau moteur. Les turboréacteurs avaient leurs limites, et leurs limites c'était à peu près, vous avez vu c'est très compliqué, il y a eu Concorde, Mach 2.2, il y a eu le SR-71 américain, qui est un record Mach 3, mais on ne peut pas aller au-delà. Et de fait, au-delà du moteur fusée, il fallait une nouvelle race d'engins, et ça a été l'utilisation d'une invention française, tenez-vous bien, d'une invention française, d'un Français qu'on a oublié, René Lorin, qui s'appelle le statoréacteur. Petite explication. Un statoréacteur, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Aucune pièce mobile, à telle enseigne qu'on les avait affublés du sobriquet de tuyaux de poêle volants. Regardez bien, une très grosse entrée d'air à l'avant pour se gaver d'air. Le système est amorcé à partir de 500 km/h, donc il faut au départ un largage ou une fusée pour l'amener à cette vitesse-là. L'air rengouffre à l'intérieur et va se trouver comprimé par un rétrécissement. On appelle ça un venturi. À cette hauteur-là, on va injecter le carburant, généralement du kérosène, mais c'est surtout maintenant de l'hydrogène. Combustion, élévation de la température, augmentation de la pression, détente dans la tuyère à l'arrière, qui provoque la réaction, mais détente de gaz à vitesse hypersonique. C'est ça, un statoréacteur. C'est extrêmement simple, c'est un peu glouton en énergie, mais c'est terriblement efficace. Les Français qui ont été les premiers à l'utiliser avec des prototypes, vous vous souvenez de René Leduc, le fameux Griffon. Mais malheureusement, ni l'armée, ni les politiques n'y ont cru. Pas de découpe budgétaire, et les statoréacteurs ont été abandonnés. Les Américains, eux, ont repris l'idée dans les années 50-70 en développant des prototypes. Mais malheureusement, encore une fois, ni les militaires qui ne juraient que par les missiles et que par les fameux bombardiers B-52 n'y ont cru. Par contre, les Soviétiques, et maintenant les Russes, ont beaucoup investi dans ce domaine, ainsi que les Chinois, pour aujourd'hui être présents sur le marché avec des engins opérationnels. Côté russe, donc, c'est le missile intercontinental Sarmat et le missile sol-sol Iskander, portée 3 à 500 km, vitesse de 6 à 8 fois la vitesse du son, et surtout, c'est le cauchemar des radaristes de l'OTAN qui le redoutent, car il est quasiment indétectable, ou quand on l'a détecté, malheureusement, il est trop tard. Et sur cette base, les Russes ont développé non plus un missile hypersonique,
mais ils ont repris l'idée d'un missile de croisière. Vous savez, le missile de croisière, il est mu généralement par un petit turboréacteur et il a des petits moyons d'ailes qui lui assurent à la fois une portance et une mobilité. Et les Russes ont développé donc Zircon, qui vole au ras de l'eau, à 7 à 8 fois la vitesse du son, également, bien sûr, indétectable. Ou quand on l'a détecté, il est trop tard. Et ce missile Zircon est la terreur de l'US Navy, qui redoute que ce type de missile soit utilisé contre leurs villes flottantes que sont les porte-avions. Les choses ne vont pas, vous l'imaginez, en rester là. Vous avez bien compris que ces missiles hypersoniques remettent en quelque sorte à plat toute la stratégie militaire. Dernier point, les Chinois, eux aussi, ont compris tout l'intérêt et toute la portée de ces missiles hypersoniques. Notamment, ils ont développé à la fois un missile et surtout un planeur hypersonique, WU, c'est son nom de code, WU-14, capable de voler à Mach 10. Autrement dit, cette nouvelle race d'engins, les missiles hypersoniques, vont bouleverser de fond en comble toute la stratégie militaire. Il va falloir revoir à la fois les systèmes de détection, les systèmes d'alerte, les modes de calcul, dérivés des modes de calcul de l'arme militaire. Et vous comprenez pourquoi les pays les plus avancés dans ce domaine sont, bien entendu, les Russes, les Chinois et les Américains qui possèdent l'arme nucléaire. Mais d'autres pays, comme l'Inde et l'Australie d'ailleurs, sont dans la course. Enfin, le dernier point est l'Europe. Eh bien, l'Europe, elle se réveille. Seule la France a pris les choses, commence à prendre les choses au sérieux avec un prototype de l'ONERA, c'est le projet ASN 4G. Enfin, G, pas comme la 5G, hein, ASN 4G, qui devrait voler à Mach 8 à l'horizon. Bon, on l'a pas encore. Quel horizon? Il serait temps de s'y mettre.